ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Re-bienvenue au podcast communiste révolutionnaire. Aujourd'hui, on écoute une présentation de Benoît Tanguay sur le génocide en Palestine et la guerre au Moyen-Orient d'un point de vue marxiste. Ça fait 1 an que le génocide des Palestiniens a commencé. Netanyahou vient d'étendre le front au Liban et à tout moment, l'agression israélienne pourrait déclencher une guerre régionale plus large aux conséquences imprévisibles. Comment est-ce qu'on peut faire sens avec tout ça? Et quelle est la réponse communiste à l'horreur de la guerre impérialiste? Bonne écoute, camarades. On se réunit ce soir dans un contexte qui est vraiment particulier pour 2 raisons. Comme tu as dit, on est à un an du début du génocide à Gaza, puis une guerre qui a fait 40 000 morts dans les estimations les plus conservatrices, mais probablement plus dans les centaines de milliers de morts qui ne sont pas répertoriés. C'est ça, 1 an plus tard, on a le début de l'invasion du Liban par Israël. Le Moyen-Orient se trouve au bord du gouffre, au bord d'une grande guerre régionale qui pourrait éclater à tout moment. Et donc, le but de la discussion aujourd'hui, c'est pas académique, c'est pas juste de jaser pour jaser, mais c'est si vous voulez, si comme moi, j'imagine, vous voulez vous battre contre la guerre, contre l'impérialisme, c'est important de comprendre ces phénomènes. Pour transformer le monde, il faut d'abord le comprendre. Je suis sûr que vous avez lu les nouvelles, mais je vais quand même rappeler quelques faits de base sur la situation. Donc, la semaine dernière, Israël a envahi le Liban. Et les derniers chiffres que j'ai, c'est qu'en ce moment, il y aurait 4 divisions israéliennes au Liban, ce qui fait environ 20 000 soldats. Et Israël bombarde le Liban depuis 1 semaine. En fait, il l'a bombardé plusieurs fois au cours de l'année, mais il a intensifié les bombardements. Ça fait plus de 2 000 morts en 1 semaine, plus de 1 million de réfugiés internes. Et sans compter qu'Israël a aussi bombardé le Yémen, a bombardé la Syrie aussi la semaine dernière. Et tout ça survient aussi après qu'Israël a assassiné le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à Beyrouth la semaine dernière, a tué presque tout le commandement du Hezbollah. Et donc, ça arrive après des mois de provocation d'Israël contre l'Iran, en fait. L'Iran qui a finalement répliqué le 1er octobre en envoyant des missiles balistiques sur Israël. Une attaque qui a essentiellement rien fait. Ils ont été interceptés ou ils n'ont pas touché leur cible. Et ici, il faut vraiment souligner l'hypocrisie absolue de nos gouvernements et des grands médias, de nos politiciens. Tout l'establishment politique occidental qui s'est empressé de condamner l'Iran. Les méchants Iraniens, ils sont constamment en train de présenter l'Iran comme un agent de déstabilisation, etc. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'au cours de l'année, l'Iran a été extrêmement restreint, a été extrêmement patient face à des provocations constantes d'Israël. En avril, par exemple, Israël a tué des généraux iraniens en sol syrien. La réponse de l'Iran était extrêmement retenue. Ils ont annoncé 4 heures à l'avance qu'ils allaient envoyer des missiles. Imagine, quand tu veux tuer quelqu'un, est-ce que tu lui dis à l'avance, OK, t'as envoyé des missiles? Non, c'était pour que ça soit intercepté. C'était conçu pour éviter le déclenchement d'une guerre. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui serait passé si l'Iran avait tué des chefs israéliens en sol américain? Ça aurait été la guerre immédiatement. Toute la communauté internationale, entre guillemets, se serait insurgée contre les tyrans de l'Iran. Donc, ça a été provocation après provocation, mais c'est toujours à l'Iran de tendre l'autre joue. Hein. Israël, qui a l'armée la plus puissante, la mieux armée, la plus sophistiquée du Moyen-Orient, constamment présentée comme la pauvre petite victime sans défense. Et on a même vu Israël commettre un acte terroriste de masse avec l'attentat aux pagettes piégées, qui a fait des milliers de blessés, des gens ordinaires, des gens qui étaient juste aux alentours. Il y a même 2 enfants qui sont morts dans cet attentat. Et encore une fois, imaginez si l'Iran avait fait sauter des milliers d'appareils électroniques à travers Israël, ça aurait été quoi la condamnation? Le jour même, Téhéran aurait été rasé. Là, mais quand c'est Israël qui commet un acte terroriste de masse, on pourrait entendre voler une mouche dans la communauté internationale. Donc l'hypocrisie vraiment est plus au nez.
nos gouvernements qui parlent constamment de droit international, de l'ordre mondial basé sur les règles. Ils aiment ça parler de ça. Quand Israël brise ces règles, là, ils regardent ailleurs. Hein. C'est comme si les règles n'existaient plus. Et vraiment, ils nous prennent pour des valises. Et donc, maintenant, la situation risque vraiment de dégénérer. C'est ça qu'on voit. On ne peut pas prédire la suite des choses. Quelques scénarios qu'on peut établir. Il n'y en a aucun qui est rose. D'abord, sur l'invasion du Liban, ça va être un autre enfer pour la population. Mais c'est déjà un enfer pour la population du Sud-Liban, puis aussi de certains quartiers de Beyrouth, pour qui vivre à côté d'Israël, ça a été une malédiction historiquement. Et là, hier, Netanyahou a menacé de détruire le Liban comme il a détruit Gaza. Et l'objectif officiel de cette guerre-là, c'est de sécuriser le nord d'Israël pour permettre à 60 000 Israéliens déplacés d'y retourner en expulsant le Hezbollah du Sud-Liban. C'est évidemment une pure hypocrisie. Netanyahou se fout de ces 60 000 Israéliens-là comme il se fout des otages. Mais ça ne va pas être une partie de plaisir pour l'armée israélienne. Le Hezbollah, c'est pas le Hamas. C'est beaucoup mieux armé, beaucoup mieux entraîné, beaucoup plus nombreux. Ils se battent sur leur propre territoire. Et en fait, en 2006, l'armée israélienne avait déjà essayé de déloger le Hezbollah du Sud-Liban. Et après 34 jours de combat, l'armée israélienne s'était retirée la queue entre les jambes, ayant échoué à déloger le Hezbollah. Et le Hezbollah était beaucoup moins fort à l'époque. Ça va pas être une partie de plaisir. En plus que l'armée israélienne est déjà occupée sur un autre front à Gaza. L'invasion du Liban, ça va être un bourbier. On ne peut pas prévoir comment ça va finir, à part que ça va être une source de chaos et de déstabilisation dans tout le Moyen-Orient, du moins dans cette région-là, et ça va causer d'énormes souffrances humaines. Mais l'affaire, c'est que Netanyahou, il veut un bourbier. C'est ça fait partie de son plan. Peu importe les souffrances humaines qu'il va causer, il veut prolonger la guerre pour ses propres raisons. Je vais revenir sur ces raisons-là. Puis ensuite, sur les autres scénarios qu'on peut avancer, la question de qu'est-ce qui va se passer par la suite, la question de ça va être quoi la réplique d'Israël face au barrage de missiles de l'Iran du 1er octobre. Israël pourrait tout simplement ne pas répliquer et accepter, ça calmerait complètement la situation. Mais on sait qu'ils ne vont pas faire ça. L'Iran a clairement dit qu'elle ne veut pas une guerre avec Israël. Le nouveau président Pezeshkian, qui est un modéré, il a fait un discours à l'ONU la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qui a été clair. Il a dit qu'il veut une normalisation des relations avec l'Occident. Il veut revenir aux accords sur le nucléaire qui avaient été conclus avec Obama et déchirés par Trump, c'est-à-dire mettre fin aux sanctions économiques occidentales en échange de stopper le programme nucléaire iranien. Et l'économie iranienne va mal. Le pays est une poudrière alors que les gens sont extrêmement mécontents. Il y a eu des mouvements de masse, des grèves, des soulèvements importants au cours des dernières années. Donc, l'Iran veut se concentrer sur sa politique intérieure. Il ne veut pas d'une guerre. C'est Israël qui veut la guerre. Mais justement, Netanyahou, il y a d'autres plans. Et le discours de Netanyahou à l'ONU la semaine dernière ou l'autre d'avant contrastait vraiment avec celui du président iranien. Il a dit « Il n'y a nulle part en Iran qu'on ne peut pas toucher. Il n'y a nulle part au Moyen-Orient qu'on peut pas toucher. » Donc, non seulement il menace l'Iran, mais il menace tout le Moyen-Orient. Il veut d'une guerre avec l'Iran, c'est très clair. Il veut que ça dégénère dans une grande guerre dans laquelle les États-Unis seraient attirés. Il a besoin de prolonger la situation de guerre le plus longtemps possible, d'abord pour des intérêts personnels. C'est ça qui est vraiment dégueulasse en particulier. C'est en grande partie à cause de ses propres intérêts à lui. Il fait face à des accusations de corruption et de fraude. Actuellement, il y a des procédures criminelles qui avancent, mais qui avancent au ralenti, parce qu'il a obtenu du tribunal que le tribunal ralentisse les procédures en disant « Ah, ben là, je suis en train de gérer un pays qui est en guerre, je peux pas être m'occuper d'un procès. » Fait que le juge a dit « OK, ça avance au ralenti. » Pour lui, si la guerre prend fin, les juges vont dire « OK, ben on accélère le processus. » Puis il pourrait rapidement se retrouver derrière les barreaux pour fraude, pour corruption. Et donc, il veut la guerre, mais pour ses propres intérêts mesquins. Et aussi, il faut se rappeler que Netanyahou était extrêmement impopulaire pendant l'été. La guerre à Gaza, si on peut l'appeler comme ça, à Gaza va mal. Le but officiel, c'était la libération des otages. Hein. Et cet objectif-là, il n'est toujours pas atteint. Il y a encore une centaine d'otages. En fait, Netanyahou a délibérément saboté les négociations avec le Hamas. Il y avait un accord qui avait été conclu, puis Netanyahou, quand il a vu que l'accord était conclu, a rajouté des conditions à la dernière minute qu'il savait que le Hamas n'accepterait pas
pour saboter les négociations. Aussi parce qu'il sait qu'il est maintenu au pouvoir par des partis d'extrême droite, des suprémacistes juifs, avec lesquels aucun accord avec le Hamas est tolérable. Il sait que s'il faisait un accord avec le Hamas, son gouvernement tomberait. C'est un gouvernement de coalition. Et lui-même, de toute façon, il veut rester en guerre, comme j'ai dit, le plus longtemps possible. L'autre objectif, détruire le Hamas, non plus, ça n'a pas été réussi, ça n'a pas été accompli. Il reste, selon certaines estimations, encore des dizaines de milliers de soldats du Hamas. En fait, dès que l'armée israélienne quitte une zone de Gaza, rapidement, la zone retombe sous les mains du Hamas. Hier encore, il y a des roquettes qui sont parties de la bande de Gaza vers Israël. Donc, ils ont absolument échoué à sécuriser la bande de Gaza. Et donc, Netanyahou était extrêmement impopulaire cet été. Il y a eu des grosses manifestations en faveur de la libération des otages pour un cessez-le-feu. Il y a même eu une grève générale, une espèce de grève générale qui n'a pas duré longtemps contre lui. C'était un mouvement qui n'était pas un mouvement de la classe ouvrière. Non, c'était un mouvement qui était soutenu par la classe dirigeante, par une grosse partie de l'establishment israélien. Mais si des élections avaient eu lieu, il aurait perdu le pouvoir. Et il faut comprendre, c'est pas qu'il y a plein de hippies israéliens qui n'aiment pas la guerre, qui aiment les Palestiniens, qui veulent la paix, mais ils veulent la libération des otages. Le vrai problème pour eux, c'est que pour eux, c'est pas important le Hamas. Pour eux, ce qui compte, pour une grande partie de l'establishment israélien puis une grande partie de la population israélienne, le vrai danger, c'est le Hezbollah, et c'est l'Iran, et c'est pas le Hamas. Donc, ils veulent d'un cessez-le-feu, pas par pacifisme, mais pour qu'Israël se concentre sur le Hezbollah et l'Iran. Et c'est ça qui est derrière l'invasion du Liban maintenant. Netanyahou avait besoin d'unir la population derrière lui comme chef de guerre et de se réconcilier un peu avec la classe dirigeante. Qui veut, elle, une guerre avec l'Iran et le Hezbollah. Et donc, ça a marché. Les tensions sont calmées. L'invasion du Liban est très populaire en Israël. Depuis le début de l'invasion, les sondages sont derrière Netanyahou. Il remonte des niveaux dans les sondages qui sont confortables pour lui. Et donc, je reviens à ma question. Ça sera quoi la réplique d'Israël suite au barrage de missiles? Il y a plusieurs scénarios possibles. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Il y a la possibilité d'une attaque sur des installations pétrolières iraniennes, ce qui ferait exploser le prix du pétrole, ce qui aurait des conséquences partout sur la planète. Sur nous ici, ça ferait exploser le prix de tout. Ça repartirait l'inflation. Ça pourrait déclencher une récession même. C'est ça aurait des conséquences imprévisibles. Et tout ça, à un mois des élections américaines, ça pourrait amener Trump au pouvoir, en fait. Et en plus que l'Iran répliquerait certainement en attaquant des installations pétrolières américaines ou même en bloquant le détroit d'Ormuz dans lequel il y a, je pense, 20-30% du pétrole mondial qui transite par là. Donc, ça ferait exploser la situation du pétrole, puis ça aurait des répercussions ici. Une autre possibilité, c'est que les sionistes attaquent les installations nucléaires iraniennes. C'est un des principaux objectifs d'Israël, c'est de se débarrasser du programme nucléaire iranien. Et donc, il y en a dans le régime qui voient ça comme une sérieuse possibilité, comme l'occasion parfaite de se débarrasser du programme nucléaire iranien. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à faire. Ça prendrait une participation active des États-Unis. Donc, ça voudrait dire que les États-Unis déclareraient essentiellement la guerre à l'Iran directement. Et c'est pas clair que ça fonctionnerait. C'est possible que le programme nucléaire iranien soit assez avancé pour que ça ne fonctionne pas. Et la réplique de l'Iran serait massive. L'Iran, c'est comme une des plus grosses lignes rouges qu'Israël pourrait traverser. Mais c'est quelque chose qui se discute presque ouvertement. Il y a plusieurs politiciens. Biden a dit non, il ne faut pas qu'il fasse ça. Mélanie Joly est intervenue aujourd'hui pour dire qu'Israël ne devrait pas attaquer le programme nucléaire iranien, mais on sait qu'Israël n'écoute jamais. Finalement, il y a un autre scénario qui circule dans les journaux financiers, dans les hautes sphères, qui est l'idée d'un changement de régime. Le Financial Times avait un de ses éditorialistes qui disait contre un article intitulé quelque chose comme « Contre l'idée d'un changement de régime ». Qui avance ça? C'est pourquoi ils sentent nécessaire d'argumenter contre cette idée-là si ce n'est pas une idée qui est avancée. Donc, il y a certainement des éléments extrêmement enragés dans l'establishment israélien, mais aussi probablement américain. Par exemple, Jared Kushner, le Tom Wambsgans du clan Trump, si vous suivez Succession, le beau-fils
de Trump, qui a avancé l'idée d'un changement de régime. Ça aurait des conséquences terribles. Ça serait, je veux dire, les Américains ont déjà fait ça par le passé en Libye, en Irak, en Afghanistan. Ils ont échoué à le faire en Syrie. On a vu les conséquences complètement déstabilisatrices que ça a eu sur le Moyen-Orient. Ça serait vraiment une catastrophe, une erreur profonde. Mais il y a certainement des éléments enragés qui veulent ça, qui voient la faiblesse de l'Iran, puis qui veulent passer à l'attaque, qui veulent profiter de cette faiblesse pour comme couper la tête du serpent. Ça créerait le chaos au Moyen-Orient, essentiellement. Parce qu'il y aurait un vide politique qui se créerait, c'est pas clair qui le remplirait. Donc, comme on voit, il n'y a pas vraiment de bons scénarios. Tout ce qu'on peut prévoir, c'est la guerre et le chaos. La situation est déjà terrible pour les gens ordinaires et les travailleurs, les pauvres du Moyen-Orient. Donc, ils feraient face à quelque chose d'encore pire. En fait, il y a un quatrième scénario que je n'ai pas mentionné, c'est qu'Israël ne réplique pas ou qu'il fasse une réplique conçue pour ne pas provoquer l'Iran. C'est ce que Joe Biden a demandé à Netanyahou. Il a même offert de l'argent à Israël en échange de ne pas attaquer l'Iran. Et pourquoi est-ce que les États-Unis ne veulent pas de cette guerre-là? C'est pas par altruisme, c'est pas parce que les États-Unis sont des pacifistes, mais les États-Unis craignent une guerre régionale. Ils sont déjà pris dans une guerre contre la Russie en Ukraine, une guerre par procuration. Et pour eux, le Moyen-Orient, c'est un peu un front secondaire. Leur ennemi principal en ce moment, c'est la Chine. Celui qui leur fait vraiment peur, c'est la Chine. Ils veulent pouvoir se concentrer là-dessus. Et aussi, ils voient bien que ça pourrait créer une immense instabilité dans la région, une région qui est déjà très instable. Historiquement, les guerres ont été le prélude d'une révolution, la révolution russe de 1917, par exemple. Et la région, ça est déjà extrêmement instable, par exemple en Égypte, en Jordanie, où est-ce qu'il y a une population jeune, désœuvrée, appauvrie, terriblement en colère face au génocide à Gaza. Et donc, il y a le risque d'une explosion d'un printemps arabe 2.0 qui serait absolument incontrôlable. Et donc, les alliés des États-Unis à travers le Moyen-Orient pourraient tomber l'un après l'autre comme un château de cartes, comme des dominos. Et pourtant, même s'ils ne veulent pas de cette guerre-là, même s'ils disent pas vouloir de guerre, comme on sait, Joe Biden est complètement impuissant à changer la conduite de Netanyahou. Il se plaint, il supplie, il s'agenouille, il se fâche. Apparemment qu'en privé, il se fâche. Il y a des rapports dans les médias qui disent ça. Mais Netanyahou continue de l'humilier en public, d'humilier les États-Unis, d'en faire qu'à sa tête et de récolter les milliards et les milliards de dollars en dons et en armement des États-Unis. Les États-Unis ont donné 18 milliards d'aides militaires à Israël cette année. Et ils pourraient facilement couper cette aide militaire-là, puis Israël aurait plus le choix de faire ce qu'ils disent. Mais ils peuvent pas ou ils veulent pas le faire, en fait. Les États-Unis ont besoin d'Israël. Et donc, pourquoi est-ce que les États-Unis ont besoin d'Israël? C'est un avant-poste des États-Unis au Moyen-Orient. C'est quelque chose qu'on répète souvent, mais c'est vrai. Il y a le canal de Suez à côté, point géostratégique extrêmement important. C'est une région qui est riche, extrêmement riche en pétrole. C'est extrêmement important comme région. Et il y a un autre élément parfois qu'on oublie, c'est que les États-Unis dépendent du Mossad, des services de renseignement d'espionnage israélien. Ils dépendent du Mossad pour espionner sur toute la région. C'est un des services d'espionnage les plus puissants sur la planète. Et les États-Unis comptent sur eux pour imposer leur volonté pour leur domination du Moyen-Orient. Les États-Unis ont particulièrement besoin d'Israël pour faire un petit retour dans le temps pour comprendre un peu pourquoi c'est encore plus important. Et depuis les révolutions arabes de 2011 et la guerre en Syrie en particulier, la position des États-Unis au Moyen-Orient est vraiment affaiblie depuis ce temps-là. Pour plusieurs raisons. D'abord, les dictateurs arabes réactionnaires, traditionnellement alliés avec les États-Unis, ont commencé à se détacher un petit peu des États-Unis. Ont commencé à avoir une politique un petit peu indépendante, puis obéir aussi immédiatement aux États-Unis. Ils ont vu comment, notamment, un des moments importants, c'était pendant les révolutions arabes, les États-Unis ont refusé de sauver le régime de Moubarak en Égypte et l'Arabie saoudite demandait spécifiquement aux États-Unis d'intervenir pour sauver Moubarak parce qu'ils avaient peur que ça se répande jusqu'à eux, que leur régime à eux tombe. Et cet échec-là a abaissé la confiance d'un pays après l'autre du Moyen-Orient dans les États-Unis, dans leur capacité de les aider. Si vous ne nous aidez pas quand il y a des révolutions, pourquoi on vous aide? Qu'est-ce qu'on gagne dans cette relation-là? Et donc, ils ont commencé à adopter des positions contraires aux intérêts
américains ou même en opposition, à branch out un petit peu. L'Arabie saoudite a commencé à faire des rapprochements avec la Chine, par exemple, à faire des accords avec la Chine. La Turquie est un peu plus loin, mais quand même, bien qu'elle soit membre de l'OTAN, a vendu des armes à la Russie. Les Émirats arabes unis, qui ont commencé à s'imposer en Afrique et dans la guerre au Soudan, une guerre qui est une guerre par procuration, encore une fois, qui oppose l'Occident à la Russie. Ben, les Émirats arabes unis sont du côté des forces de soutien rapide, celles qui sont proches de la Russie, donc contre l'Occident. De plus, les États-Unis ont aussi échoué à déloger le régime de Bachar al-Assad en Syrie, dans la guerre cachée contre la Russie. Donc, la Russie s'est imposée comme joueur au Moyen-Orient, puis les Américains ont comme perdu de l'influence dans la région, ils ont perdu pied. Il y a eu l'échec américain en Afghanistan avec le retour des talibans au pouvoir en 2021. C'est ça, les États-Unis perdent de l'influence et maintenant ils ne peuvent pas abandonner Israël. Ça serait comme perdre leur dernier point d'appui solide au Moyen-Orient. Ils ne peuvent pas se le permettre. Petit aparté, je trouve ça drôle des fois comment les médias parlent de Iron Back Houthis, les Houthis soutenus par l'Iran, le Hamas soutenu par l'Iran, le Hezbollah soutenu par l'Iran. Il dit jamais Israël soutenu par les Américains. Tout ça pour dire que c'est très improbable qu'Israël recule dans sa confrontation avec l'Iran. Il risque très fortement de faire une nouvelle provocation qui déclencherait une guerre. Et comme j'ai dit, parce que Netanyahou a besoin de cette guerre-là pour se maintenir au pouvoir, et une grosse partie de l'establishment israélien veut une confrontation avec l'Iran. D'ailleurs, donc d'où vient ce conflit avec l'Iran? Encore un petit retour dans l'histoire. Comme souvent au Moyen-Orient, c'est une conséquence de l'ingérence des impérialistes, des Américains, qui est revenu leur péter au visage. Parce que pendant des années, il y avait un certain équilibre, une force qui contrebalançait l'Iran. C'était l'Irak. L'Iran et l'Irak se voyaient comme des adversaires. Ils ont été en guerre de 1980 à 1988. Mais les Américains ont renversé, on se souvient, le régime de Saddam Hussein et le régime irakien de Saddam Hussein en 2003. Et donc, ils ont écarté cet ennemi de l'Iran, lui ont ouvert la voie pour devenir une puissance régionale au Moyen-Orient. Par la suite, l'Iran a commencé à développer un programme nucléaire. Et on sait, l'arme nucléaire, c'est un peu comme une espèce de joker qui permet aux petits pays de ne pas se faire trop bully par les gros. Regardez la Corée du Nord. Hein. Si la Corée du Nord n'avait pas l'arme nucléaire, ça ferait longtemps que Kim Jong-un serait... L'Iran a commencé aussi à étendre son influence en s'alliant avec différents groupes, notamment donc, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen, et aussi des plus petits groupes en Syrie et en Irak. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'axe de résistance. Faut comprendre que c'est pas simplement... Des fois, il y a cette... Les grands médias présentent ça comme « Ah, c'est l'Iran qui contrôle ces groupes-là ». C'est pas exactement vrai. C'est pas simplement des gens qui agissent sur les ordres de l'Iran. C'est des groupes avec leur propre agenda, leur propre politique, leurs propres intérêts. Mais ils reçoivent du soutien important de l'Iran sous forme d'armes, de financement, d'entraînement. Et donc, avec toute forme de soutien, avec toute forme de dépendance financière, il n'y a pas une indépendance politique complète, dépendant de ton maître, quoi. Et donc, ces groupes ont grandi et se sont renforcés au fil des années. Par exemple, les troupes du Hezbollah se sont battues en Syrie aux côtés des Iraniens et des Russes pour soutenir Bachar al-Assad et ils ont gagné en expérience. Ils ont massivement développé leur arsenal. Et le Liban est devenu une des forces politiques principales du Liban après 2006. Les Houthis ont pratiquement vaincu les Saoudiens et les Émirats arabes unis au Yémen, pris essentiellement contrôle du Yémen. Donc, quand même des forces politiques et militaires conséquentes. Et donc, l'Iran a commencé à devenir un acteur puissant à travers ces groupes-là dans la région. Et tout ça, c'est absolument intolérable pour Israël, qui est habitué à être le gros bully de la région. Netanyahou déclare depuis longtemps que le programme nucléaire iranien, c'est une menace existentielle pour Israël. Mais le problème pour Israël, c'est surtout de voir un concurrent émerger, de voir une autre force impérialiste s'imposer dans la région. Une autre puissance qui peut remettre en question son hégémonie, l'hégémonie américaine par le fait même, sur la région. Et c'est vraiment ça qui se trouve à la base du conflit, derrière toutes les prétentions d'Israël et de ses alliés occidentaux à s'opposer à la soi-disant tyrannie de l'Iran au nom de la démocratie ou d'autres conneries comme ça. Israël est allié avec tous les autres tyrans du Moyen-Orient, mais c'est l'Iran qui est le dictateur. Israël s'est rangé derrière le régime de Moubarak en Égypte pendant le printemps
arabes, pour vous donner une idée. Et donc, dans la période qui avait précédé le 7 octobre, Israël et les États-Unis avaient entrepris d'isoler l'Iran par une série d'accords pour normaliser les relations entre Israël et les États arabes, ce qui s'appelle les accords d'Abraham. Et donc, dans le but de créer un bloc uni des États arabes et Israël derrière les États-Unis. Et historiquement, c'est la question de la Palestine qui avait empêché une telle normalisation. C'était trop politiquement dangereux de conclure des relations avec Israël. Mais la politique d'Israël, ça a été de diviser les États arabes un après l'autre et de négocier avec un pour les acheter, pour acheter les dirigeants de ces pays-là, pour empêcher un bloc uni des États arabes. Donc, ça a commencé avec les accords de Camp David, qui ont mis fin à l'hostilité de l'Égypte dans les années 70. Puis les accords d'Abraham depuis 2020, qui ont ramené le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan dans le cas occidental. Et donc, le dernier État qui devait signer un tel accord, c'était l'Arabie saoudite. C'est probablement ça qui a poussé le Hamas à attaquer le 7 octobre pour stopper le processus de normalisation, empêcher le bloc de se terminer, de se former. Un bloc qui aurait permis aux États-Unis de détourner leur attention du Moyen-Orient dans un contexte de montée des tensions avec la Chine. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour l'Arabie saoudite de se rapprocher d'Israël, de terminer ce processus de normalisation-là, parce que la population accepterait pas ça en plein milieu d'un génocide. Pour revenir un peu à aujourd'hui, toute la classe dirigeante israélienne est derrière l'invasion du Liban. Les divisions concernant la libération des otages n'existent pas concernant le Hezbollah et l'Iran. Les seules différences sont sur le moyen d'attaquer, l'ampleur de l'attaque, le degré de provocation. Il faut comprendre c'est quoi la logique derrière ça. Comme j'ai dit, l'Iran est en train de perdre du terrain. Le Hezbollah, c'est une des pièces maîtresses de l'Iran avec un arsenal de centaines de milliers de roquettes à la frontière d'Israël. Mais l'attentat au Paget, tout ça, ils ont perdu tout leur haut commandement, même les commandants moyens. Ils sont vraiment dans une mauvaise posture. Et en même temps, il y a aussi des divisions dans le camp de l'axe de résistance. Il y en a beaucoup de ces groupes-là qui sont très déçus des actions de l'Iran. À peu près rien fait face au génocide en Palestine. L'Iran parle contre le génocide, mais fait essentiellement rien pour s'opposer à la destruction de Gaza. Et donc, il y a des tensions dans le camp iranien. Le Hezbollah est en très mauvaise posture. La classe dirigeante israélienne veut saisir l'occasion de passer à l'offensive et d'achever l'Iran pendant qu'il est à terre. Mais une guerre directe Israël-Iran, ce serait une catastrophe pour le monde. Ce serait comme un maelstrom qui attirerait tout autour de lui. Les Houthis du Yémen, le Liban, l'Irak, la Syrie seraient probablement impliqués. Des installations américaines à travers toute la région risqueraient d'être frappées, ce qui voudrait dire que les pays dans lesquels ces installations sont frappées, par exemple l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, s'impliqueraient dans la guerre. Donc, ça deviendrait une espèce de chiard. Et les États-Unis interviendraient pour défendre Israël. De l'autre côté, on a vu déjà le rapprochement entre l'Iran et la Russie. Là, on a vu que la Chine a commencé à s'intéresser au Moyen-Orient. Elle a joué le rôle de médiateur dans l'accord de normalisation Iran-Arabie saoudite. Elle a établi des liens avec les talibans en Afghanistan. Et donc, ça pourrait devenir une autre guerre par procuration entre les blocs impérialistes occidentaux et le bloc Russie-Chine. Iran. Essentiellement, ce qu'on voit, c'est que nos impérialistes qui nous amènent dans cette guerre-là, nous amènent vers le danger. On n'est pas encore là. Ils font tout pour nous rapprocher d'une troisième guerre mondiale. Le précipice qu'on peut voir, c'est vraiment ça. Et ça m'amène à un point plus général. C'est pas un hasard que le Moyen-Orient soit en feu alors que l'Ukraine est en guerre et qu'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On ne peut pas comprendre les causes fondamentales de la guerre sans comprendre qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une crise de l'ordre mondial d'après-guerre dominée par l'impérialisme américain. Qu'est-ce qu'on entend par l'impérialisme américain? L'impérialisme, pour résumer très brièvement, on pourrait dire que c'est la tendance naturelle du capital à vouloir s'exporter et à la recherche de profit. Très simplement. Si vous voulez une meilleure définition, allez lire le livre de Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et donc, ça se traduit par la volonté pour les grandes entreprises, les monopoles, les cartels qui nous gouvernent, à conquérir des nouveaux marchés, à chercher des nouvelles zones d'influence, des ressources naturelles, des territoires, de la main-d'œuvre bon marché, à entrer en concurrence les unes avec les autres, à
pousser les États à entrer en concurrence les uns avec les autres pour essayer de saisir ces ressources naturelles, marchés, etc. Et donc, ça façonne de façon puissante la politique des États. Pourquoi il y a une crise de l'ordre impérialiste d'après-guerre? 2 éléments. D'abord, on voit la montée de la Chine et le déclin relatif des États-Unis. Je dis c'est un déclin qui est relatif. Les États-Unis sont toujours de loin la plus grande puissance mondiale, mais un déclin tout de même. Ça se voit dans le PIB mondial. En 1960, les États-Unis, ça représentait 40% du PIB mondial. La Chine, ça représentait 4%. En 2019, les États-Unis, c'était 24% du PIB mondial et la Chine, c'était 16%. Donc, on voit vraiment le changement des rapports de force entre les puissances. Par cette hégémonie, les États-Unis dominaient le reste de la planète, imposaient leur volonté en alliance avec les autres puissances occidentales comme le Royaume-Uni, la France, le Canada, sur les pays les plus pauvres qu'ils exploitaient pour leurs ressources naturelles, la main-d'œuvre, les mines, le pétrole, tout ça. Et Israël est dans ce réseau d'alliances impérialistes occidentales. Comme je dis, Israël, c'est comme un chien de garde qui protège les champs de pétrole américains, qui protège le canal de Suez. Mais c'est ça, il y a un recul de cette influence-là des États-Unis sur le Moyen-Orient. J'en ai déjà parlé, avec les échecs en Irak, en Afghanistan, etc. Et maintenant, avec leur nouvelle humiliation en Ukraine, un autre recul de cette puissance américaine. En Afrique aussi, on a eu toute une série de coups d'État contre des régimes pro-occidentaux qui ont été remplacés par des régimes pro-russes dans des pays comme le Mali, le Niger. En Afrique, la Chine étend son influence. En Amérique du Sud aussi. Dans tous ces pays-là, tu vois des usines chinoises être construites, des produits chinois qui commencent à apparaître sur les étagères, des ports qui commencent à être pris par les Chinois. C'est ça l'impérialisme aussi. Hein. C'est pas juste la guerre, c'est toute l'économie qui est derrière. Et bref, le déclin des États-Unis et de ses alliés amène vraiment un rebrassage des cartes, des changements dans les rapports de force entre les impérialistes et ça crée des frictions et des explosions. Et un deuxième élément qu'on devrait souligner, cette crise de l'impérialisme mondial, c'est la crise économique latente qui traverse le capitalisme depuis 2007-2008, une économie qui va mal. Ils ont réussi à sauver les banques avec des subventions gouvernementales directes. Ils ont sauvé l'économie en nous donnant de l'argent aux entreprises en 2020. Mais tout ça, ça fait exploser la dette des gouvernements. Les gouvernements sont endettés jusqu'au cou. Les travailleurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On est supposément dans une reprise économique. Les marchés sont au plafond, il y a une explosion à la bourse, mais les gens normaux ne le voient pas. Tout ça, c'est en grande partie basé sur du vent, sur des subventions gouvernementales. Et dans les pays pauvres en particulier, les conditions économiques sont intolérables, causent des soulèvements, un soulèvement après l'autre dans les dernières années. On l'a vu au Bangladesh et au Kenya cette année. Ça crée de l'instabilité, de l'incertitude et des conditions économiques pauvres. Si on combine ces deux éléments-là, l'incertitude économique et les changements dans les rapports de force entre les impérialistes, on a les conditions parfaites pour l'explosion de guerre. L'image qu'on peut donner, c'est quand le gros bandit, là, le chef des mafieux, quand il est blessé ou qu'il présente des signes de faiblesse, là, c'est là que ses ennemis commencent comme des requins, là, ils commencent à tourner autour puis ils se disent « Ah, ben on va pouvoir prendre une partie du magot. On va pouvoir l'écarter puis prendre le butin. » Qu'est-ce qui arrive quand tu as ça? Puis en même temps, le butin commence à réduire parce que l'économie va mal. La lutte entre les mafieux, parce que c'est ça essentiellement. Là. Au bout du compte, c'est pas si loin que ça, la lutte entre les impérialistes, entre les grandes banques qui sont derrière les gouvernements américains et chinois et tout ça. Et c'est une lutte entre mafieux qui sont prêts à utiliser la violence, la guerre, pour asservir leurs intérêts. Et c'est ça qu'on voit dans une guerre après l'autre à travers le monde. La guerre entre les États-Unis et la Russie sur le territoire ukrainien, c'est une guerre entre blocs impérialistes. La guerre au Soudan, comme j'ai dit, c'est une guerre par procuration entre l'Occident et la Russie. Et c'est pour ça que tout l'Occident, en ce moment, se range derrière Israël alors qu'il massacre les Palestiniens. Il resserre les rangs dans la lutte entre les blocs impérialistes, dans un contexte où l'Iran est proche de leurs ennemis, la Chine et la Russie. Et donc, toute cette situation-là, c'est une démonstration vraiment de l'impasse du capitalisme. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la propagande bourgeoise nous promettait une ère de prospérité et de paix. Regardez ce qui en est devenu. George Bush père et Margaret Thatcher nous parlaient de la dividende de la paix.
Il disait que le désarmement, le désinvestissement dans les armées, qui était investi dans la défense pendant la guerre froide, ça pourrait être maintenant consacré à des choses qui amélioreraient la qualité de vie des gens. Mais aujourd'hui, on voit à quel point leurs promesses étaient fausses, c'était des mensonges. Au contraire d'un monde en paix, on a un monde qui est en guerre perpétuelle. Selon l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, l'an dernier a vu le plus grand nombre de conflits de nature étatique depuis 1946, une explosion des conflits. Depuis 2018-2019, on a une remontée des dépenses militaires des États. C'est un reflet des tensions impérialistes que j'expliquais. L'an dernier, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 7 % à 2400 milliards de dollars. Le propre gouvernement, le gouvernement Trudeau, a promis d'atteindre la cible de l'OTAN de 2 % du PIB en dépenses militaires. On se demande d'où l'argent va venir quand les écoles croulent, quand on n'a pas d'argent pour trouver des enseignants. Regardez le métro de Montréal, il y a 3 stations qui sont fermées parce qu'elles sont trop vieilles puis elles croulent. Pendant ce temps-là, ils veulent mettre de l'argent dans des bombes, dans des chars d'assaut, dans des avions de chasse. Les capitalistes sont incapables de nous offrir la paix, sont incapables de nous offrir des bons niveaux de vie. Soyons clairs, s'il y avait une guerre qui éclatait au Moyen-Orient, ça serait non seulement l'horreur pour les gens ordinaires là-bas et les pauvres, mais aussi, ça serait les travailleurs, les pauvres, qui paieraient le prix de cette guerre-là. Comme j'ai dit, avec une augmentation du prix de l'essence, par exemple, l'inflation généralisée, peut-être même une récession, une crise économique. Et pendant que les compagnies d'armement s'en mettraient plein les poches, que les actionnaires, la bourse, elle irait au plafond, mais c'est nous qui en paieraient le prix. Alors on voit, c'est très clair, la guerre, c'est une question de classe. C'est le capitalisme qui est le phénomène à la base du militarisme et de la guerre. La guerre, c'est dans l'ADN du capitalisme. Le besoin de conquérir, le besoin de conquérir des marchés, des ressources naturelles, la concurrence entre les États-nations. Et c'est qui est responsable de nous entraîner dans la guerre? C'est qui est tout le temps en train de parler de la guerre, de soutenir tout ça? C'est les capitalistes à la tête de la société, c'est les banquiers, c'est les vendeurs d'armes, c'est les milliardaires, c'est les pétroliers qui s'en mettent plein les poches puis qui envoient le monde se faire tuer, qui soutiennent Israël. Tout leur système se tient condamné devant le tribunal de l'histoire. C'est pas seulement la guerre et les conditions de vie des travailleurs, mais c'est la crise climatique, c'est l'art et la culture qui tournent à vide, c'est la santé qui recule, c'est la technologie qui stagne. Tout leur système est en banqueroute. Et alors, lutter contre la guerre, c'est lutter contre l'impérialisme. Et c'est pour ça que nous, on est communistes. On a vu le mouvement pour la Palestine mobiliser des milliers de gens semaine après semaine et on était dans les rues, on participe à ces manifs-là. C'est important. On a vu le mouvement des campements, un autre mouvement qu'on soutient. Et nous, au PCR, on a lancé une campagne pour une grève étudiante pour la Palestine, regardez mon T-shirt, pour forcer les universités à désinvestir des compagnies qui soutiennent le génocide. Aussi pour qu'un tel mouvement devienne une étincelle qui pourrait déclencher un mouvement des travailleurs contre le génocide. Si vous êtes étudiant et que vous n'êtes pas encore impliqué dans la campagne, je vous encourage fortement à rejoindre la campagne, à vous impliquer, à propager l'idée d'une grève étudiante. Venez nous parler après l'événement si on peut vous aider à vous organiser sur votre campus. Et donc, ce genre de mouvement-là, les grèves, les manifestations, c'est nécessaire. Ça politise des milliers de gens qui, normalement, ne se préoccupent pas de la politique. Ça les mobilise, ça leur donne une idée de leur force, ça les met en contact avec de nouvelles idées. Et toutes les victoires partielles qu'on peut accomplir, ça renforce le mouvement contre le capitalisme. Mais il faut quand même souligner, il faut être très clair, rien de tout ça va mettre fin à la guerre. La guerre est dans l'ADN du capitalisme, comme j'ai dit. Le mouvement anti-guerre aux États-Unis dans les années 2000, contre la guerre en Irak, des centaines de milliers de gens dans les rues, 1 million de gens. Je pense que il y a une manif qui était la plus grosse manif de l'histoire de l'humanité. Il y a des millions de gens à travers le monde en même temps qui étaient dans les rues. D'ailleurs, même cette année, il y avait une manif d'1 million de gens à Londres en soutien à la Palestine. Ça n'a pas mis fin à la guerre. Pour s'attaquer à la guerre, il faut s'attaquer à sa racine. Si on veut la paix, il faut déclarer la guerre aux capitalistes et aux impérialistes. Il faut s'organiser à l'échelle mondiale pour renverser ce système, en commençant par les pays impérialistes qui soutiennent, qui nourrissent la guerre, qui la fomentent. La principale force réactionnaire sur la planète, c'est les États-Unis. Nos camarades des Revolutionary Communists of America travaillent fort à renverser ces bâtards-là. Mais aussi leurs alliés, comme le Canada. Un coup porté à l'impérialisme canadien, ça affaiblit l'impérialisme américain. Il faut renverser ces semeurs de guerre-là. Et au Moyen-Orient aussi,
nos camarades au Moyen-Orient, les masses du Moyen-Orient ont du pouvoir. Il faut qu'ils renversent les impérialistes, il faut qu'ils renversent les sionistes et tous leurs alliés dans les capitales arabes qui aujourd'hui versent des larmes de crocodile sur le sort des Palestiniens, comme en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Égypte, mais qui, pendant ce temps-là, sont complices du génocide des Palestiniens. Ça prend un nouveau printemps arabe, une intifada à travers le Moyen-Orient pour renverser tous ces complices du génocide, ces supporters de l'impérialisme. Ça prend une révolution socialiste au Moyen-Orient pour les renverser. J'entends souvent des gens qui ont un peu de désespoir par rapport à la situation en ce moment. C'est vrai que c'est désolant, c'est écœurant. Ça peut être démoralisant de voir ce qui se passe. Parce que c'est vrai que seul, on ne peut rien faire face au massacre. Le système, aujourd'hui, la démocratie bourgeoise, ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que travailleur, on n'a pas le pouvoir. On ne peut rien faire. Le système est conçu pour que les bourgeois décident ce qui se passe dans comment ils organisent leur société. Puis nous, on n'a pas notre mot à dire. Mais ensemble, en tant que travailleurs, si on s'organise, on a le pouvoir de les renverser. On a le pouvoir d'établir une nouvelle société. Alors, je vous invite à nous rejoindre pour commencer à organiser cette révolution. La solution à long terme. Juste insister sur ce point-là. Solution à un État. Solution à 2 États. C'est pas des solutions. C'est des utopies à un État ou à 2 États. Comment tu la veux, ton utopie? À un État ou à 2 États? Aucune des 2 solutions ne règle quoi que ce soit. Est-ce que, OK, soit on crée un État dans lequel les Israéliens et les Palestiniens vivent côte à côte. Dans quel monde? Dans quel monde est-ce que c'est possible? On peut créer 2 États, un à côté de l'autre. Ça va être quoi, ça? C'est le statu quo essentiellement, mais on donne un passeport à ce monde-là. C'est la même chose, là. Les Israéliens vont continuer à voler les terres des Palestiniens, vont continuer à tuer des Palestiniens, vont continuer à aller assassiner les Palestiniens qu'ils considèrent comme des terroristes autant qu'ils veulent. Ça va pas être une solution. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi, comment on procède? On règle le problème à sa base. Puis c'est quoi la base de tout ça? C'est l'État sioniste. C'est ça qui est la cause de tout ce problème-là. C'est qu'on a un État impérialiste dans ses intérêts fondamentaux. Il cherche la conquête de l'ensemble du territoire, puis ne veut pas de la population palestinienne sur son territoire. Il n'y aura pas de solution tant que cet État-là va exister. Ça ne veut pas dire les Israéliens eux-mêmes. Il y a une classe dirigeante, les capitalistes, qui profitent, s'enrichissent massivement d'un État qui vit de l'armement, essentiellement, hein, qui vit du fait qu'il ponctionne sa population pour autofinancer son industrie de l'armement. Parce qu'il est dans un état de guerre constant, un état donc, qui a besoin d'être dans un état de guerre constant. Il faut comprendre, c'est dans la mentalité classe dirigeante israélienne, c'est volontaire de garder la population israélienne dans un état de guerre constant. Puis j'ai une citation de Moshe Dayan, qui était je pense, le ministre de la Défense dans les années 50. Il dit « We have to cry out that the Negev is in danger so that the young men will go there. » Il dit « Reprisal actions are vital lymph. They make it possible for us to maintain high level of tension among our population and in the army. » Donc, on a besoin de mener des actions représailles contre les Palestiniens. C'est à une époque où est-ce que les Israéliens menaient systématiquement des attaques pour raser des villages puis tuer des Palestiniens dès qu'il y avait le moindre attentat contre eux dans les années 60. Ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est de ça qu'il parle. Donc, c'est un État qui vit de cette guerre-là, qui vit de la conquête des territoires puis de l'exploitation des Palestiniens. C'est ancré dans la structure de l'État et dans la classe dirigeante. Donc, c'est ça qu'il faut se débarrasser. C'est ça la solution. Alors, comment on s'en débarrasse? Hein? Qui va s'en débarrasser? C'est ça la question. La solution, ce n'est pas la forme que prend l'État. Ce n'est pas une solution, la forme que prend l'État. C'est juste ça va arriver très loin. Mais comment on se débarrasse de cet État-là? Ça prend un soulèvement, ça prend une révolution massive dans toute la région. C'est ça qui va permettre de le renverser. Qui a la force et les intérêts de mener ce renversement-là? Est-ce que c'est les États arabes des alentours qui sont alliés avec Israël, qui sont alliés avec les États-Unis? Non, ce n'est pas les États arabes des alentours. Est-ce que c'est la population israélienne? Dans l'abstrait, on pourrait avoir une vision marxiste un peu abstraite des choses. C'est
c'est les travailleurs qui vont mener une révolution. Mais les travailleurs ne vont pas faire de révolution en Israël maintenant. Ils sont complètement vendus à la machine d'État sioniste. Alors, qui a le pouvoir? Les masses arabes des alentours ont énormément de pouvoir. Ils ont le pouvoir de renverser chacun des dictateurs qui aident à garder Israël en place, qui soutient l'État sioniste. Et elles sont soulevées par le passé. Elles sont soulevées en 2011. Elles manifestent, là, regarde, l'Égypte, la Jordanie, c'est des gouvernements qui ont peur de leur population. La population jordanienne est à peu près à 30, 40, 50% d'origine palestinienne. Le gouvernement jordanien a peur de sa population. Ces populations-là pourraient se soulever puis renverser leur classe dirigeante. Quelqu'un qui a mentionné, c'est des pays qui sont islamistes, tout ça. C'est vrai qu'il y a la question de l'islam, mais ces pays-là ont aussi des fortes traditions socialistes historiquement. D'où vient l'islamisme radical aujourd'hui? Il a été implanté par les Américains puis par les Israéliens dans la région pour combattre le socialisme au cours de la guerre froide, volontairement soutenu. Ben Laden, par exemple, c'est un agent des services secrets américains. Il y a une tradition socialiste, puis ils ne sont pas si loin que ça dans l'esprit des gens. Il faut les faire revivre. Est-ce que c'est un truc à court terme? Non, ce n'est pas un truc à court terme. C'est quoi notre time frame? Est-ce que, par exemple, si je vous dis 75 ans, est-ce que c'est courte durée? Est-ce que c'est du long terme ou c'est du court terme? Parce que ça fait 75 ans qu'il n'y a pas de solution à ce truc-là. Est-ce qu'il y a une solution à court terme qui a été tentée depuis ce temps-là, qui a fonctionné? Parce que regardez, c'était quoi les actions du PLO, tout ce qui était dans le PLO, le Fatah, le PFLP, les attentats, tout ça. C'était des solutions à court terme. Est-ce que ça a fonctionné? C'était un échec profond. Puis après 30 ans d'échecs profonds, de solutions à court terme par le PLO, qu'est-ce qui est arrivé? Yasser Arafat était fatigué. Il a dit « Moi, je suis tanné, je veux retourner chez moi. » Puis il est allé chez lui. Il a signé les accords d'Oslo, puis il a trahi la population palestinienne parce qu'il disait « Bon, ben ça, c'est une solution à court terme. » C'est ça que ça donne, les solutions à court terme. Vous voulez une autre solution à court terme? Comment régler l'antisémitisme? À la fin du 19e siècle, il y avait un débat chez les Juifs. Comment on s'occupe de l'antisémitisme? Comment, finalement, on peut mettre fin à notre oppression? Puis il y avait deux camps. Il y avait le camp des sionistes qui disaient « On veut notre pays ». Puis il y avait le camp des socialistes qui disaient « Non, on ne pourra pas mettre fin à l'oppression des Juifs tant qu'on n'aura pas mis fin au capitalisme. » C'est lié l'un avec l'autre. Puis dans les années 30, Trotsky disait « L'établissement d'un État juif en Palestine, ça va être une bloody trap, un piège sanglant pour des centaines de milliers de Juifs. » La solution de la question juive, de l'oppression des Juifs, ça ne pourra pas être réglé sous le capitalisme. Puis regardez ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une solution à l'antisémitisme aujourd'hui? On n'a pas de solution à l'antisémitisme. Est-ce que la solution à court terme des sionistes a fonctionné pour régler l'antisémitisme? Non, ça n'a pas fonctionné. Alors, le court terme, le long terme, c'est pas une question de long terme, c'est une question de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est nécessaire maintenant. Les solutions du PLO, les solutions du Hamas aujourd'hui, et les solutions des sionistes, c'est pas des solutions. Il n'y aura pas de solution à l'oppression des Juifs, à l'oppression des Palestiniens sous le capitalisme. Je pense, j'ai apprécié Olivier qui a donné l'exemple de peuples qui sont réconciliés, la cohabitation. Quelle cohabitation est possible? L'oppression, au bout du compte, l'oppression nationale, c'est une question de pain. C'est une question de est-ce que j'en ai assez à manger? Est-ce que j'ai des terres? Est-ce que j'ai un endroit où me loger? C'est sûr que c'est facile des pauvres aux sionistes quand tu leur promets si tu voles la terre de ce Palestinien-là, tu vas en avoir une maison. Ou bien tu peux aller vivre dans les appartements à Tel Aviv sont vraiment chers. Tu peux soit vivre dans un appartement cher à Tel Aviv ou tu peux aller voler une maison à un Palestinien. Allez, je te donne un gun. Alors, il y a des Israéliens qui font OK, je vais devenir un colon. Alors, comment on règle ça? On donne des maisons au monde, on donne du pain au monde, mais où est-ce qu'on va aller chercher cet argent-là? On va le chercher dans les coffres des banques, les vendeurs d'armes. On va le chercher chez les riches Israéliens, puis les riches impérialistes arabes et américains qui profitent de ce conflit-là, puis qui exploitent le Moyen-Orient, qui exploitent tout ce monde-là. Alors, je vais reprendre les mots de
Calvin qui a dit on est des agents de changement. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'organiser pour renverser ce système pourri qui crée les guerres. Et donc, je vous invite à vous impliquer avec nous si vous ne le faites pas déjà.